Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Ook zijn fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. Por ejemplo, si alguien no tiene amigos, los demás pueden jugar con él. Nos vamos al espacio, a la biblioteca, llegamos con unas lonas, las ponemos en el piso y vamos a llamar a todos, a sus casas. La biblioteca de la calle es una herramienta contra la pobreza porque favorece a la comunidad, el encuentro de los niños y el desarrollo de la solidaridad y el apoyo mutuo. Hoy les voy a presentar a un amigo. Di hola. Hola, me llamo Antonio. Me llamo Ángel. Me llamo Ailín Guadalupe Martínez Cruz. Me llamo Maricruz. Me llamo Daniel Hernández Rubio y vine a la biblioteca de la calle. Nos sentamos con ellos en las piernas, juntos, y empezamos a leer, ¿no? Cuidado todos los niños. Es el mismo. A veces contamos cuentos o a veces ya los niños se animan a contar ellos mismos los cuentos y eso es buenísimo porque ya les da seguridad. Aquí está el león. ¿De qué color piensa que es? A ver, ¿qué color es gato? Lo hacemos en la calle porque pues, es un espacio abierto en donde eso permite que lleguen niños de todas las calles alrededor. Se pretende que los niños se relacionen y que las mamás puedan observar a sus hijos para que vean que es una actividad segura. Me gustan las actividades que les enseñan, como los reguiletes, las pulseras que les vinieron a enseñar. Y pues les enseñan a leer mucho y los libros que traen son muy bonitos. ¿Mi cuento favorito es Mi hermano? La peor señora del mundo. La peor señora del mundo. El de Willy. Casco fabuloso. Mi hermano es un gran patinador.
Puede correr tan rápido que parece que vuela. Puede dibujar cualquier cosa. Un lobo increíble. De verdad, mi hermano es todo un tigre. A raíz de vivir estas experiencias de gozo y de alegría con los libros, pues entonces ellos pueden tener una experiencia de educación diferente a la que tienen en la escuela. Con los libros pretendemos que ellos hagan valer sus derechos, que estén enterados de sus derechos. Pues esa es una de los propósitos, ¿no?, al hacer la biblioteca. Lo que más me gusta es dibujar, leer, aprender. Me gustaría leerle a los más pequeños. Leer cuentos y hacer dibujos. Jugar, dibujar y leer. Pues me gusta mucho compartir este momento con los niños, en una actividad que aparentemente es muy sencilla, pero bueno, yo creo que tiene un trasfondo muy, muy profundo y bueno, pues ver su reacción, que se divierten, que les gusta, que además se enganchan a los cuentos, pues es muy gratificante. Primero vamos a vamos a pintarle de negro porque no traje pan. Vamos a pintarle de negro, ¿ok? Tenemos que dejar que se seque. Estación espacial. Aquí la Tierra. Las patas que son de limpiapipas. Sintonizando. La biblioteca de calle favorece el derecho a la cultura de los niños y de sus familias, el acceso a los libros, al canto, al arte, el ejercicio del derecho a la cultura que favorece el sentimiento de ser plenamente miembro de una sociedad. Chapulín Colorado, este cuento se acaba. Well, at 26, I do still consider myself to be a young adult. What I say now and what I'm going to say comes from my experience. It comes from being a youth and my experience with the youth in my communities. Now, many youth then, and still true today, experience a lot of very real issues, such as safety, hunger, and clothing. These are just the basics. The fear that many are forced to live with in their communities is unhealthy and unfair, placing serious limitations on their freedom. When you can't go outside of your house or you can't go to the store because you're just concerned with what might happen to you in between your house and the store or your house and school for that matter, it's a problem. Fear is very real in communities that are facing poverty. Is not one that's easily answered, but it can be answered. There is a start. I was working for about 4 years. Yeah, for 4 years with no vacation, no break. Right now, I switch my hours over to the day. I go to school full-time during the day, and I'm with my little one in the evening, doing family things. Well, we was on Montauk. We first moved to the area when I was about 6, and I'm 26 now, so about 20 years ago. It was danger. A lot of drugs. A lot of gangs. Violence. It's just a lot of negativity, so to speak. We really weren't
although we did come outside and play during the daytime, you still had to be very careful. I don't remember exactly how the street library came in, but I know they did come in. And the main thing I remember about the presence is that it was always positive. In the midst of all the negativity, sometimes we as children wonder, like, you look at the block, you see the gangs down there, you see them over there, and then here you guys come, and it's like, okay, well, we know we can come right here, because Grandma said we can come out here, Mom said we can come out here. We're going to chill right here with the Fourth World Movement. Nothing's going to happen to us. Hold your arm up. Ready? The Fourth World Movement has been a major aspect also, in the sense that it opened me up culturally. A lot of people that come from minority neighborhoods don't get the opportunity to venture off into other areas, to venture out of Brooklyn, out of East New York, to be able to say, okay, I went somewhere. The street library took me to the UN when I was rather young. I might have been about 11, 12, and had me meet up with about 12 people from different nations, different countries, and we got together, and it filled me with a sense of there is more out there than just, minorities, just African Americans, Spanish, or white for that matter, or Caucasians for that matter, So it definitely exposed me to culture. At the time, I was rather young, I was shy. I played like any other kid, not a normal kid, but with things of that nature, I wouldn't have just, pick me. The volunteer at the time, I guess, for whatever reason, she saw something, and I'm thankful for her, and whatever it was that she saw that said, okay, let's take this young lady here. I remember right before we went in, I can't think of exactly who it was, but she stood outside with me, and I was nervous. She prepped me, and we was outside talking, and she's sitting, and she's like, it's okay, because they're going to be kids just like yourself. Everybody came in nervous. This is the first for you. This will probably be the first for a lot of them. You're just going to go up there and be yourself. You're presenting the speakers, but you also have a chance to say why the day is important, and also talk about what are the aspirations of young co-masters of ceremony for today. Miss Alvinia Hutton. The commemorative stone reads as follows. Wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. To come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty. My UN experiences have been really effective, memorable. It definitely introduced me to different cultures and, different ways of living. And it was so fascinating for me and just enriching that I continued on to, to see the good in everybody, to see that there's other things out there, to want better for myself, to want more than what was in my surroundings. Testing. Is that better? Everybody can hear now? Very good. What I hope to be done is to bring in some opportunities, bring in some employment opportunities, bring in some education opportunities. I have to say I see a problem with the lack of education stopping at that level anyway, because I was exposed to, okay, there is more than just your surroundings, and not only that, but you can get it. It's not like you have to die to obtain it. Like I said, I've been opened up, and once I've been opened up, things just happen, and I thank them for being a part of who I am today. Well, thank you for coming. Gather here. People gather all around the world to listen, commemorate, and recommit. We humbly thank you for being with us. We thank you for your voices. We thank you for your hearts. We thank you for your ears and for your commitments. We encourage you to continue on beyond today. This concludes today's commemoration. Thank you.
faut que l'école descende dans la rue. Il faut que les instituteurs, les institutrices viennent rencontrer les enfants là où ils sont, c'est-à-dire dans les cités. Découvrent dans les quartiers. Découvrent dans quelles conditions. Mais ne fassent pas que découvrir, deviennent des amis des parents, deviennent les amis des plus grands, des enfants du milieu. Alors à ce moment-là, c'est sûr que l'école deviendra aussi le chez eux des enfants. Il verra à nouveau le royaume des enfants. Mais c'est pas simplement le problème des instituteurs quand même. C'est pas le problème des instituteurs, c'est le problème de la nation tout entière. C'est que là, je dirais, il faut un consensus politique, il faut une volonté politique qui fait que les Français, puisque nous parlons de la France, mais c'est vrai aussi pour les autres pays, que les Français décident une fois pour toutes que dans 10 ans, dans ce pays, il n'y aura plus un seul enfant qui sorte de l'école sans savoir lire et écrire. Que dans 10 ans, les jeunes qui rentrent au travail aient la possibilité d'apprendre un métier. Une vraie formation. Une vraie formation qui va jusqu'au bout. Chaque été, dans le quartier Hochelaga, le parc Edmond Hamelin se métamorphose. Trop souvent connu pour ses problèmes et victime de préjugés, le parc devient un lieu de fête, de rencontres et de fierté à l'occasion du Festival des savoirs partagés. Pendant quelques jours, à la fin du mois d'août, chacun est invité à partager une passion ou un savoir-faire. Des dizaines d'ateliers sportifs, manuels ou artistiques sont proposés et rassemblent petits et grands. L'an passé, 2 jeunes ont proposé de montrer comment faire des bracelets en élastique. Danny, un papa du quartier, a été mis à contribution pour aider à fabriquer des supports, faits d'une planche de bois et de clous. Christine a partagé son talent pour la mosaïque. Sylvain et David ont animé un atelier de réparation de vélos. Mireille a partagé sa recette de bonbons patates. Sonny est venu avec son skateboard. Louis avec des expériences scientifiques. Sabine et Isabelle avec une machine à coudre. Léo avec ses amis musiciens. Tout le monde a des talents et peut les transmettre aux autres. L'art, la culture et les savoirs nous rassemblent, même lorsque la vie quotidienne nous sépare. Peu à peu, le Festival des savoirs partagés transforme le parc. Le monde se parle, se découvre différemment. Les personnes extérieures au quartier rencontrent les résidents des habitations HLM. Les regards changent, les préjugés disparaissent. Les enfants sont fiers de leurs parents, et réciproquement. Ensemble, on a le goût de prendre en main notre quartier et d'embellir notre milieu de vie. Une grande fresque colore maintenant le parc. Chacun y a apporté sa touche. Toute l'année, elle nous rappelle qu'on peut être fier de notre quartier, de notre diversité, des liens entre nous et de nos petits gestes contre l'exclusion.
cette ville minière du nord de la France, 2 volontaires du mouvement ATD Quart Monde ont habité pendant plusieurs années à la Cité des Oiseaux. Ils ont soutenu les habitants dans leur volonté de changer la vie du quartier. C'était la première personne que j'entendais, Marina, qui me disait « J'aime bien le quartier ». Et tout le monde rêve de partir d'ici et elle a rêvé de rester dans le quartier. Mais bon, parce qu'elle a vu ce qu'il y a vraiment au fond des gens. Bah, honnêtement, avant, je pense pas qu'il y avait grand-chose. Moi, personnellement, je participais à rien. C'est à partir de Marina et Alvaro, ce qu'ils ont organisé là dans le petit air de jeu, mettre en peinture. On a voulu écrire les noms des entrées parce que tout le monde se perdait en fait. Et on a dessiné des oiseaux. Maintenant, quand le facteur qui vient, il sait où sont emplacés les oiseaux. Même la Poste, elle a trouvé que c'était bien. Cette activité a été l'occasion de dire publiquement que chacun a des talents cachés et que la culture, l'art, la création doivent être accessibles à tous. De là est née l'idée de faire chaque année un festival des savoirs et des arts. En 2009, comme dans de nombreux pays, les enfants du groupe Tapori, un courant d'amitié entre enfants du monde entier, ont voulu réaliser un train de l'amitié, avec le soutien des adultes. On a demandé aux enfants comment ils imaginaient un peu les wagons. On a pris des objets qu'on a récupérés, on a mis en pâture. Certaines personnes qu'on ne connaissait pas, maintenant on les connaît. S'ils n'arrivent pas, on leur explique. On les met aussi un petit peu en confiance parce qu'ils n'osent pas aussi venir. Donc on leur dit regarde, il y a ton camarade là-bas et puis après ils viennent tout seuls. Moi, on essaie toujours qu'il n'y a pas un enfant qui est tout seul de son côté. Le train d'amitié, c'est le train qui n'oublie personne, donc il faut oublier personne. C'est sûr que les parents qui ne sortent pas de chez eux et ils sont forcément fiers de ce que leur enfant a fait et vice versa. Pour un enfant que ses parents ne font aucune activité dans aucune association et le parent se met à créer quelque chose, ils sont forcément fiers. Tout le monde peut participer déjà, même les gens qui ne sont pas du quartier. Ce festival a permis aux habitants, petits et grands, de créer ensemble une œuvre collective dont chacun pouvait être fier. Ils ont pu en parler dans les écoles et le train a été accueilli à la bibliothèque. Tout cela a renforcé les liens avec différents partenaires. Ce train de l'amitié, qui n'exclut personne, a circulé ensuite dans toute la région. En 2010, le festival a pris comme thème « Famille du monde ». Les participants ont accueilli des personnes de différents pays. Ils ont pu découvrir la vie d'autres familles et d'autres cultures à travers le monde. On a appris beaucoup de choses, surtout les marionnettes, comment ça se fabriquait. L'idée, c'était de créer une famille, papa, maman et 4 enfants, chacun d'un pays différent, et qu'ils puissent aller à la rencontre les uns des autres. S'unir pour faire un projet ensemble, je trouve que ça rapproche les gens. Puis ça nous fait sortir de chez nous aussi. Ah ouais, d'accord. Chaque enfant du quartier a marqué au moins un petit message. Il y a peut-être des enfants qui partent pas en vacances, qui vont pas au centre aéré. Il y a beaucoup d'enfants aux oiseaux, beaucoup de petits. Et c'est peut-être ça qui font que les parents ne viennent pas tous. Donc l'idéal, c'est d'apporter plus de choses pour les petits. Dans le festival, il y en a qui savent tout faire de leurs mains, d'autres qui savent rien faire comme moi. C'est pas ce qui nous empêche d'être là tous ensemble. À la fin, on fait la fête. Et on chante, karaoké, tout ça. Ma vie, des belles histoires, tu parles que des conneries. Moi, la première année, je n'osais pas descendre, tout ça. Mais après, quand on se met dans l'ambiance, on incite les autres voisins, des nouveaux voisins, de participer. Surtout
qu'on puisse faire quelque chose pour les ados. Je n'osais pas aller vers les gens, et maintenant plus facilement, et même les gens ils viennent vers moi directement. Maintenant c'est vrai que pour nous déjà la vie elle est dure, mais il faut se dire qu'il y en a qui sont encore plus malheureux que nous. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut être là les uns pour les autres. À chaque festival, la venue de personnes extérieures au quartier a permis de donner une autre image du quartier. C'est bien que les élus y viennent, que le maire lui-même, il va voir qu'on se bat pour quelque chose. Dans le temps, il y a eu de la violence, mais maintenant, il y en a moins. Avant, on se parlait pas. Maintenant, on se parle. On va boire un café chez le voisin vient boire un café chez nous. Les gens, ils se rencontrent, ils se parlent, ils se font moins la guerre. Je connais des familles les parents ne se parlaient plus et que les enfants continuent à se parler, même les différents. Ils s'acceptent tels qu'ils sont, quoi. Il y a plein de choses qu'on dit sur les quartiers, on dit c'est des quartiers sensibles. En réalité, ils ont envie de montrer qu'ils ne sont pas à l'écart de tout ce qui se passe, qu'ils ont envie de faire quelque chose ensemble, d'être solidaires. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. L'histoire d'ATD Quart Monde, c'est de commencer dans un camp de sans-logis, où les gens sont dans des igloos, et ils sont dans un logement provisoire qui doit durer quelques mois, 1 an, 2 ans. 13 ans plus tard, les familles sont toujours dans ce camp, c'est 300 familles. Et puis, on commence à avoir des propositions d'accès dans un logement social pour quelques familles, pour celles qui ont un peu plus de moyens. Et là, dans ces familles-là, des familles proches du Père Joseph viennent le voir, leur poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et ensemble, avec le Père Joseph, décident qu'on ne quittera pas le camp tant qu'il n'y aura pas un logement pour chaque famille. Et là on crée l'histoire, on n'accepte pas d'en laisser certaines derrière, parce que ça, c'était toute l'histoire des bidonvilles de la région parisienne, où on était dans un bidonville, et puis où on passait dans une cité d'urgence, et puis on relogeait quelques-uns de la cité d'urgence vers les HLM, et puis les autres, ils retombaient dans un bidonville. Et donc là, on cassait quelque chose. Et donc, et d'avoir gagné ce relogement de tous, au moment dans le lieu fondateur où s'est créé ATD Quart Monde, c'est une étape historique qui a inspiré le fait que partout, se donner comme critère ne laisser personne de derrière, c'est ça notre engagement par rapport à des programmes d'action et notre proposition politique. Pour moi, ne laisser personne de côté, c'est pour moi, c'est cette réhabilitation où on avait dans la région parisienne, on avait obtenu d'avoir un petit chantier des cages d'escalier, et où on a engagé des pères de famille de la cité, mais en se disant, mais en prenant d'abord ceux qui cherchent plus de travail, avec d'autres qui avaient plus l'habitude de faire de la peinture, mais en prenant aussi ceux qui n'avaient tellement plus d'espoir de trouver du travail qu'ils n'en cherchaient pas. Et on a fait la même chose avec les jeunes. On a mis ensemble des jeunes qui n'osaient pas sortir de chez eux tellement ils avaient peur dans leur propre quartier, d'autres jeunes
de qui tout le monde avait peur, et puis d'autres, et ça fait un petit groupe, et ensemble, ils ont construit un chantier. Et là, les gens du quartier, comme les HLM, personne ne pensait qu'ils allaient réussir. Non seulement ils ont réussi, mais ça a créé de l'élan. Dans la cité, il y en a plein d'autres qui se sont mis à rechercher du boulot. Et on a eu envie d'aller rencontrer un entrepreneur de travaux publics, on a envie d'aller rencontrer la NPE, et c'est comme ça qu'il y a une dynamique qui se lance. Quand c'est le plus dynamique, celui qui a le plus de capacité de la cité qui réussit quelque chose, c'est bien. Mais quand il retourne vers les autres, c'est mieux. Mais quand on est dans un programme où dès le début on commence avec dans le programme ceux pour qui c'est vraiment plus difficile dans ce qu'on veut faire, et bien là on réussit quelque chose qui construit quelque chose pour tous. Rêveur, pour créer quelque chose, il faut avoir un rêve. Hein. Martin Luther King, le père Joseph, Wresinski, ils avaient des rêves et en même temps c'était des hommes d'action. Donc moi j'ai pas peur d'être traité de rêveur du moment qu'on est aussi des hommes d'engagement du quotidien, des hommes de la présence, des personnes de la présence au quotidien et des gens engagés dans l'action. Et puis surtout, quand on est à la fois dans ce quotidien de présence avec les personnes très pauvres et qu'on essaye aussi d'aller rencontrer les institutions, qu'on essaye, comme le père Joseph Wresinski nous a poussé à aller aux portes de l'ONU, c'est comme ça qu'il y a 2 ans, dans les objectifs de développement durable, dans cet accord que se sont donnés tous les pays du monde, on a introduit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois dans le texte, ne laisser personne de côté. Et donc là, le rêve, ça devient non seulement un rêve de quelques militants engagés ensemble, mais un rêve qui gagne des institutions. Alors maintenant, on va continuer dans les institutions à se battre pour que ce ne laisser personne de côté ne soit pas seulement une question de discours, mais soit une question de référence dans ce qu'on essaye, dans ce qu'on mène et dans ce qu'on évalue. Les personnes en situation de pauvreté, quand elles subissent des coups durs et des coups durs, il y a un moment où elles sont découragées, mais il y a toujours un moment où elles repartent, et donc on est bien obligé de repartir avec elles. Quand je pense au 17 octobre, j'ai tout de suite quelqu'un qui me vient en tête. Je pense, mais vraiment profondément à Monsieur et Madame Chemin. Ce couple qui habitait dans une cité d'urgence qui est encore beaucoup plus marquée que celle où moi-même j'ai habité, mais qui était à 5 minutes de chez moi, et où le père Joseph m'avait dit « Martine, il faut absolument que tu ailles dans cette cité-là et que tu offres le mouvement aux gens très pauvres de cette cité. » Et donc, tous les jours, j'allais dans cette cité frapper aux portes, et il y a une porte à laquelle je m'acharnais de frapper, et où tout le monde me disait, alors les voisins me disaient ça, mais aussi des associations, et en l'occurrence, je me souviens très bien d'une association familiale, et où en fait ils disaient, mais vous perdez votre temps en frappant cette porte-là, les gens ne vous répondront pas, ils ne veulent pas, ils ne s'intéressent à rien. On a essayé des tas de choses avec eux et c'est pas possible. Et j'avais toujours en tête le père Joseph de dire vous devez être là et insister et réinsister. Il faut que les gens sentent que vous avez besoin d'eux et que vous les attendez. Et si vous n'êtes pas dans cet effort-là, les gens ne pourront pas vous ouvrir. Et ça, pour moi, ça aussi, ça reste un moteur pour moi, ça. Ce fait de dire qu'on ne doit pas lâcher, on doit continuer à offrir tout le temps, c'est une vraie responsabilité. Et ne laisser personne en arrière, pour moi, c'est ça aussi, en fait, je fais le lien. En fait, le père Joseph, il a porté ça dès le début. Donc voilà, pour moi, tout ça est très logique, quoi. Donc je me souviens, mais pendant presque 1 année, je suis allée tous les jours frapper à cette porte et la porte restait fermée et on me disait il ne faut pas y aller. Jusqu'au jour où la porte s'est ouverte. Et là j'ai découvert des gens brisés par la grande pauvreté, à qui on a abandonné les enfants, qui n'avaient plus aucune nouvelle de leurs enfants et qui vivaient là avec un petit garçon qui en fait
que personne ne connaissait, presque dans l'anonymat, cet enfant était. Et je suis entrée, ils m'ont laissé entrer chez eux. Ils vivaient dans le noir, les carreaux étaient cassés, aucune reconnaissance de la part de personne. Et voilà, j'ai eu cet honneur qu'ils m'ont fait de me laisser entrer chez eux. Et on s'est assis et je me suis présentée très simplement, tout de suite en parlant du Père Joseph et de ce que le Père Joseph proposait. Et je me rappelle, Madame Chemin, je lui ai demandé qu'est-ce que vous auriez envie de faire que vous n'avez jamais fait comme ça. C'est quoi la première chose que vous voudriez? Et elle m'a dit, oh là là, j'aimerais, je suis jamais allée, mais j'aimerais aller chez le coiffeur et pouvoir me promener la tête au bout. Parce que quand on arrive comme ça dans des lieux de grande misère, on rêve de tas de choses pour les gens. Mais en fait, pour moi c'est ça aussi, être avec, faire avec, se mettre à l'écoute, à l'école des très pauvres, c'est aussi respecter en profondeur de quoi les gens ont besoin pour franchir les étapes. Et c'est pas nous qui devons déterminer les besoins et les étapes à franchir. Sauf que si on est dans un profond respect avec les gens sont capables, ils ont toutes les clés pour nous dire par où ils doivent passer. Et que c'est quelquefois des chemins tortueux, mais c'est les leurs. Et en tous les cas, ça paye quand on écoute les gens. C'est impressionnant. Parce que c'est aussi, pour moi, c'est aussi un peu comme une mise à l'épreuve. Écoute ce que je vais te dire, je vais voir comment tu l'entends. Si tu es capable de l'entendre, peut-être aussi que je peux davantage t'écouter toi. Mais ça, pour moi, c'est aussi des vraies leçons de vie, quoi. Et voilà, avec cette femme, je suis allée 3 jours après. On est allé chez le coiffeur et on est allé prendre un pot en centre-ville. C'était la première fois qu'elle mettait les pieds dans un centre-ville, alors qu'elle habitait là depuis toujours. Et je dis ça au 17 octobre, parce que c'est la première fois aussi qu'on a proposé à ce couple, elle n'a pas pu venir, elle, parce qu'elle devait garder le petit. Mais lui, Chemin est venu le 17 octobre, un premier 17 octobre, et là, ça a été pour lui quelque chose d'incroyable. Il a dit clairement que pour lui, le 17 octobre, c'était un lieu où les gens pouvaient de nouveau reprendre un espoir. Il a toujours vécu les 17 octobre comme quelque chose où vraiment il pouvait être à l'honneur, où vraiment ce jour-là, on ne pouvait pas se foutre de lui. Personne ne pouvait se foutre de lui. Et ça, pouvoir vivre quand on est écrasé comme il l'était, pouvoir vivre ça un 17 octobre, il est devenu un homme extraordinaire, un militant extraordinaire qui s'est engagé dans son quartier alors qu'il était banni de tout le monde. Et il est devenu un homme reconnu aussi dans cette lutte contre la misère. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Enfin voilà, pour moi, le 17 octobre, c'est ça aussi. On prend ici les boîtes de conserve, des bouts de métaux, du charbon, les morceaux de tissu, des bouteilles. Ceux qui en ont déjà trouvé assez partent les vendre et puis achètent de la nourriture avec l'argent reçu après. Notre vie à la décharge est assez malheureuse, surtout quand on n'a pas d'argent. On vit de jour en jour dans notre famille. Il faut qu'on fasse la lessive tous les jours pour avoir de quoi manger et aussi pour acheter d'autres choses indispensables.
J'ai arrêté l'école à l'âge de 15 ans, car ma mère ne pouvait plus assurer les frais de scolarité de mon frère, et moi je l'ai aidé dans la famille. Je n'avais pas de motivation au début de la formation. Je pensais que c'était seulement les gens qui ont des diplômes qui peuvent apprendre l'informatique. Au début, on n'avait jamais pensé arriver au niveau que nous avons maintenant. On n'avait jamais vu un ordinateur et le manipuler nous donnait le frisson. On ne savait pas si ça allait exploser devant nous si on touche quelque chose. C'était assez difficile de poursuivre la formation parce que nous travaillions la nuit. Et puis on se mettait aux études presque toute la journée. Et après, on partait à la recherche de quoi manger le soir. Alors ATD Quart Monde nous a donné des bourses, ce qui nous a aidés pour trouver la ration alimentaire. La conséquence, c'est qu'on était toujours présent au cours et on avait de quoi s'habiller. On a commencé par la bureautique, puis la maintenance et le dépannage informatique. Ensuite le PAO, programme assisté par ordinateur, et on a vu que les jeunes se débrouillaient bien. On fait beaucoup d'efforts pour traduire les termes techniques en malgache pour que ce soit plus facile pour eux, même si cela reste assez difficile. Quand je fais la formation, je prends toujours en compte des jeunes qui n'arrivent pas à suivre. Et c'est à partir de leur niveau que je débute la formation. Non pas en prenant en considération seulement les jeunes assez avancés pour débuter une autre leçon. Si on ne vient pas en cours, les formateurs viennent nous rendre visite. Ils nous encouragent à continuer. Ils font tout pour trouver des solutions à nos problèmes. Alors, on fait du mieux que nous pouvons pour que les jeunes soient toujours présents. Et c'est là que le projet NTIC a pris l'initiative de créer la pédagogie de non-abandon. Ce qui veut dire que nous restons ensemble jusqu'au bout. Il n'y a pas d'abandon. Et on demande des volontaires pour aider ceux qui sont en retard. Il y a des élèves qui souhaitent être formateurs. S'il y a des absents, il y en a toujours qui peuvent leur donner des cours en partageant ce qu'ils savent. Nous, on intervient simplement quand il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas encore très bien. Mais souvent, c'est entre eux qu'ils trouvent les réponses. Comme ça, les jeunes sont toujours enthousiastes car ils ont tous le même niveau. Et la chose la plus importante pour moi, c'est d'approcher les jeunes plus pauvres, d'établir confiance avec eux et de travailler avec eux pour qu'ils arrivent à se développer et entrer dans le projet. Parce que sinon, on va juste recevoir les jeunes qui vont frapper à la porte. C'est à partir de là qu'on a cherché des stages pour les jeunes. Notre premier stage était chez Move. C'était comme notre première insertion professionnelle dans une grande entreprise. Ils nous ont accueillis au sein de leur organisation.
On nous considérait comme tous les employés de l'entreprise. Cela nous a donné du courage. J'avais un peu peur pendant l'entretien. J'avais peur de ne pas savoir répondre à toutes les questions posées. Mais les questions me concernaient et j'ai su y répondre. La différence qu'il y a entre ici et la décharge, c'est qu'ici on côtoie des gens avec beaucoup de connaissances, qui font avec ce qu'ils sont et qui restent simples. Et on apprend des choses avec eux. J'ai une responsabilité, car les travaux qu'ils me confient concernent les papiers de l'administration. Il ne faut pas faire de distinction entre les jeunes stagiaires d'ATT Quart-Monde et les jeunes stagiaires des écoles ou des écoles supérieures qui viennent chez nous. Notre participation citoyenne dans l'entreprise, c'est de partager aussi nos savoirs et à surtout aussi participer dans le développement du pays. Sy hoe fiofanana informatika azo resa dia tokony koa nisy hoe fa nanao français konko zay dia akoatran'ny hoe fiofanana tato amin'ny ATT Quart-Monde. Grâce à la formation en informatique, aux cours de français et aux stages, maintenant on peut faire tous les travaux dans un centre multiservice. Ici, je m'occupe des photocopies, des saisies de documents, des gravages de CD-ROM, et de la plastification et les reliures. Dès qu'on entre ici, on voit des ordinateurs, mais on apprend d'autres choses aussi. On nous apprend aussi les règles de la vie, les bonnes conduites. Maintenant, elle est plus curieuse qu'avant. Elle est beaucoup moins timide. Elle n'osait pas entrer dans les bureaux. Elle ne discutait pas avec les personnes qu'elle ne connaissait pas. Depuis qu'elle a étudié là-bas, elle est devenue beaucoup plus ouverte. Quand elle veut aller chercher du travail, alors on arrête un peu la lessive. Presque toute une semaine. Et je l'accompagne. Ny nofinofiko zany amin'ny maha hoe raim-pianakavinanako dia za zany mahatsapa hoe efa ohatr'izao ve ny toerana misy anahy dia mbola ohatr'izao ihany koa no mbola izy an'itony zanako itony. Mes souhaits en tant que père de famille, je suis bien conscient de ma situation et je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Donc je fais des efforts pour m'en sortir de cette pauvreté. Et c'est ce qui m'a beaucoup motivé dans la formation en informatique. Ce que je voudrais transmettre aux entreprises, comme ici, c'est de nous faire plus confiance. Car il y a des jeunes comme moi qui ont eu aussi des formations en informatique et que les entreprises peuvent accueillir comme stagiaires.